Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui porte sur le chapitre 4 du cours Caractérisation des matières plastiques intitulé Les additifs et les adjuvants. Avant de passer au quatrième chapitre, je vous présente quelques ressources et liens pour vous aider à compléter votre formation. Je vous demande de consulter l'article 13, Caractérisation des matériaux plastiques. Vous trouverez le cours, les TP, les examens TP et la playlist Matériaux plastiques. Vous trouverez toutes les vidéos en relation avec ce cours. Le chapitre 4, les adjuvants, comporte les parties suivantes. Tout d'abord, on va commencer par les généralités sur les adjuvants, les plastifiants, les stabilisants, les colorants et pigments, puis les antistatiques, les lubrifiants et on va terminer par les unifiants. On appelle adjuvants les substances mélangées physiquement aux polymères de base destinées à modifier, changer ou bien améliorer le comportement rhéologique en transformation, au cours de transformation, pendant l'injection ou l'extrusion en machine, ou bien pour modifier ou bien améliorer les propriétés de service de matériaux finis, telles que les propriétés mécaniques, physiques et la stabilité à l'environnement. Les adjuvants sont des composés organiques à base de carbone, souvent de faible masse moléculaire, c'est-à-dire de faible longueur de chaîne, par rapport à celle de polymères, utilisés aussi en faible concentration. On sépare habituellement les adjuvants en catégories fondées sur leurs fonctions principales, dont les fonctions principales sont théoriquement connues, mais dont l'usage doit tenir compte aussi de nombreuses contraintes liées à l'environnement. Alors, la fonction principale de l'adjuvant est donnée dans ce tableau. Par exemple, si vous prenez le plastifiant, en général liquide, permet de rendre le matériau souple et élastique, utilisé beaucoup avec les PVC rigides. Le lubrifiant, c'est pour faciliter le moulage, diminuer la viscosité, éviter le contact ou bien le collage de plastique avec les outillages métalliques. Le pigment permet de donner la couleur de plastique et avoir des pièces de différentes couleurs. Le stabilisant, c'est pour retarder la transformation de plastique ou bien améliorer la résistance aux rayons ultraviolets. Les charges au renfort diminuent le coût ou bien augmentent la résistance mécanique. Les antistatiques s'opposent au dépôt de poussière en rendant le plastique conducteur en surface. Les ignifugeants ou bien unifugeants retardent la propagation des flammes et améliorent la résistance au feu. Les solvants pour rendre le plastique plus fluide et les fongicides résistent aux micro-organismes. Un adjuvant étant employé à la concentration CI pour modifier une propriété P de polymère. Donc on peut utiliser la relation qui dit que P est égal à une fonction de la concentration CI afin de mesurer l'efficacité de l'adjuvant, comparer les efficacités relatives aux produits concurrents ou bien de choisir les niveaux de concentration répondant à la fois aux problèmes techniques et économiques. Passons maintenant aux effets secondaires sur le polymère. Il y a l'effet sur le comportement rhéologique pendant la transformation. Ou bien l'effet sur les propriétés d'usage des produits finis. Les adjuvants spécifiques de la mise en œuvre sont des molécules organiques à base de carbone utilisées à des teneurs excédant rarement 2% en masse. Il n'est donc pas étonnant d'observer des effets secondaires des parasites provoqués par les autres adjuvants en présence. Alors, pour l'effet sur le comportement rhéologique pendant la mise en œuvre, exemple est fourni par les savons métalliques employés pour la stabilisation de PVC, dont l'effet lubrifiant doit être pris en compte pour la mise en œuvre de systèmes de lubrification.
Les conséquences peuvent être positives ou bien négatives. Par exemple, l'efficacité des stabilisants thermiques du PVC a été en partie attribuée à leur effet lubrifiant, diminuant les contraintes thermomécaniques internes au polymère pendant la mise en œuvre, et ça permet de faciliter la transformation de PVC. Ou bien négatif, dans d'autres cas, des lubrifiants peuvent provoquer une baisse inopportune de la viscosité des polymères sensibles à l'acidolyse, tels que les polyamides et les polyesters. Alors, pour l'effet sur les propriétés d'usage des produits finis. Les propriétés d'usage peuvent être modifiées par l'effet secondaire d'un additif. Certains absorbeurs ultraviolets sont la cause des colorations parasites qui limitent leur emploi à faible concentration. Un effet plastifiant peut affaiblir certaines propriétés mécaniques telles que la rigidité et améliore en même temps la résistance au choc. Passons maintenant au comportement physique. L'efficacité d'un adjuvant est liée à sa fonction principale, mais également à son comportement physique dans le polymère. Selon les adjuvants, les polymères, les conditions de transformation et d'usage, on met en cause les notions de dispersibilité et de compatibilité, qui gouvernent des phénomènes de migration et d'extraction. Donc, l'adjuvant choisi doit être compatible avec le polymère de base en premier lieu et facile à disperser dans la masse. Commençons par la compatibilité, qui dépend des différents paramètres, par exemple la morphologie de polymère et les caractéristiques physiques de l'adjuvant. Alors pour la morphologie, les parties cristallines sont généralement imperméables aux adjuvants qui s'accumulent généralement dans les zones amorphes. La cristallinité elle-même dépend des conditions de mise en œuvre. Quant aux caractéristiques physiques de l'adjuvant, sa volatilité qui s'évapore facilement, par exemple, compromet, risque son usage aux températures élevées de transformation. Dans le cas de PVC utilisé dans l'équipement intérieur des automobiles, certaines impuretés présentes dans les plastifiants, à la fois peu solubles et volatiles, sont à l'origine des dépôts sur les pare-brises. Alors, pour la deuxième notion, dispersion, dans de nombreux cas, l'adjuvant insoluble ne peut être que dispersé. Son efficacité dépend alors de l'état de dispersion en termes de régularité, dimension des zones particulières qui doivent être le plus faibles possible. Une dispersion convenable peuvent être obtenues par effet mécanique malaxage avec effet de cisaillement important, par exemple entre cylindres dans des machines spécialisées comme les extrudeuses. On peut de plus assurer une liaison à la surface des particules dispersées entre l'adjuvant et le polymère en ajoutant un agent de couplage pour assurer le couplage entre l'additif et le polymère. Par exemple, l'agent dispersant est couramment employé avec les charges renforçantes. Exemple, l'agent de couplage organosilane utilisé pour disperser les silicates dans le polymère de base polyamide. Passons maintenant aux interactions avec les autres adjuvants. Alors, si l'interaction est bénéfique, on appelle ça synergie. Si l'interaction est non bénéfique, on appelle ça antagonisme. Donc on peut identifier la différence par une étude de l'effet de l'adjuvant sur le polymère. L'adjuvant, par exemple, A1 a un effet E1 et l'adjuvant A2 a un effet E2. Alors si on mélange les deux avec le polymère de base, le mélange A1 plus A2 dans le mélange, s'il a un effet E supérieur à E1 plus E2, on dit que il y a synergie, c'est-à-dire l'association est bénéfique. Inversement, si le mélange A1 plus A2 a un effet inférieur à E1 plus E2, on appelle ça antagonisme. Commençons par l'effet antagonisme
d'action sur les propriétés. Un adjuvant peut améliorer une propriété et en même temps en modifiant une autre dans un sens qui n'est pas souhaité. Par exemple, les additifs augmentant la rigidité des produits affectent souvent la résistance au choc. C'est-à-dire, en augmentant la rigidité, on va perdre la résistance au choc. L'interaction des pigments, c'est-à-dire des colorants à base de plomb et des stabilisants de PVC provoque des taches noires qui interdisent leur emploi simultanément. L'antagonisme entre additifs, si deux produits ayant séparément des effets neutres ou bien positifs sur le polymère ont ensemble un effet négatif, on dit qu'il y a antagonisme. Maintenant, si l'interaction est bénéfique, on parle de synergie. Si deux produits A et B renforcent ensemble une propriété de polymère de façon plus importante que séparément, on parle de synergie. Ce phénomène peut être obtenu entre adjuvants de même type ou bien différents. Un exemple est donné par les associations d'antioxydants, phénoliques et amines à empêchement stérique qui donnent lieu à des synergies dépendant elles-mêmes de type de polymère de base, PE ou bien PP. Donc on passe maintenant au problème de pollution. Les nuisances dues aux adjuvants des polymères peuvent se manifester dans différentes circonstances. Pollution de l'environnement, problèmes d'hygiène dans les ateliers de transformation et migration des adjuvants de polymères de base vers les aliments. Il y a risque de pollution par des adjuvants minéraux au moment de l'incinération industrielle des déchets au cours de recyclage. Alors, les problèmes économiques, c'est la partie finale de la généralité. L'aspect économique est un point important à prendre en compte dans la recherche d'un adjuvant. En effet, malgré les faibles teneurs utilisées, les prix des adjuvants sont souvent élevés par rapport à celui de polymère et le coût de la formulation d'adjuvants peut représenter jusqu'à 30% de celui de mélange, prêt à la transformation. Le rapport performance-prix est toujours un objet d'optimisation pour les produits de grande consommation. Donc, je vous demande de répondre aux questions suivantes avant de passer à la deuxième partie de ce cours qui porte sur le premier adjuvant, les plastifiants. Les matières thermoplastiques ne sont que très rarement utilisées sans adjuvant à l'état pur. L'adjuvant qui augmente la souplesse de polymère est un plastifiant d'après la norme. C'est une substance ajoutée à un plastique destinée à abaisser l'intervalle de ramollissement, faciliter la mise en forme, augmenter la flexibilité du matériau. Son action peut aussi se traduire par une réduction de la viscosité, un abaissement de la température de transition vitreuse et une diminution de module de Young. Généralité sur les plastifiants. Près de 95% des plastifiants sont utilisés pour la fabrication de PVC flexible. Historiquement, c'est grâce entre autres aux plastifiants que la mise en œuvre de PVC a été possible. Le PVC dans son état pur, il est très dur, difficile à transformer. On peut donc considérer avec juste raison le PVC flexible comme un matériau différent de PVC non plastifié dit PVC rigide. Le pourcentage de plastifiant dans le PVC peut atteindre 80%. On utilise les plastifiants avec d'autres matériaux comme par exemple les esters ou bien éthers de cellulose plastifiés avec les phtalates. On utilise aussi avec les résines thermodurcissables ou encore avec les caoutchoucs. La théorie de plastification postule que le plastifiant par insertion entre les chaînes réduit les forces de liaison entre les chaînes. Voyez sur la figure le polymère avec un plastifiant, qu'est-ce qu'il va donner? Donc les plastifiants s'insèrent entre les chaînes et réduire les forces de liaison entre chaînes. Avant de passer à présenter les principaux types de plastifiants, regardons ensemble les propriétés exigées de l'association entre un polymère et son plastifiant. Les propriétés suivantes sont indispensables
Par exemple, excellente compatibilité, le polymère et le plastifiant doivent être compatibles, action plastifiante efficace de plastifiant, et puis la permanence raisonnable de façon à maintenir les caractéristiques désirées pendant la durée de vie. La stabilité doit être suffisante pour assurer d'une part la mise en œuvre sans décomposition de plastifiant, d'autre part la longévité souhaitée pour le produit plastifié. Donc un plastifiant est considéré comme optimal quand il offre le meilleur compromis entre ces diverses propriétés. Sur le marché, on trouve plusieurs types de plastifiants. Le plus connu, c'est les phtalates d'alcool, peuvent être considérés comme le plus courant des plastifiants de PVC car ils présentent le plus souvent des ensembles de propriétés acceptables. Le nombre de carbone des radicaux R et R' est égal à C6 jusqu'à C12 selon le type de phtalate. La première étape de la mise en œuvre comporte toujours un pré-mélangeage des ingrédients de la formule. Le tableau suivant, à titre d'exemple, montre 3 formules de base simplifiées en partie en masse pour 3 applications différentes. Le cuir synthétique qui doit être souple, moins souple les câbles électriques et plus rigide les revêtements de sol. Regardons maintenant le pourcentage de PVC en partie en masse 100 pour les 3 applications, mais pour le plastifiant est égal à 70 pour le cuir parce qu'il doit être souple, moins souple pour les câbles est égal à, on utilise 55 seulement en partie en masse et 20 seulement pour le revêtement de sol. On trouve aussi les charges et les stabilisants d'autres adjuvants qu'on va les détailler dans la suite de ce chapitre. Regardez maintenant l'influence de quelques caractéristiques physiques sur les PVC. Parmi les caractéristiques mécaniques, on retiendra 3 mesures des plus courantes qui montrent que la valeur des caractéristiques dépend de la concentration et du type de plastifiant. Par exemple, la figure suivante montre la dureté Shor de l'élément PVC en fonction de la nature et du taux de plastifiant. Ici, on peut remarquer par projection orthogonale l'impact de type de phtalate. Par exemple, à 60%, la dureté augmente avec la longueur de la chaîne. Ici, à concentration égale de plastifiant, la dureté Shor augmente avec la masse moléculaire de plastifiant, c'est-à-dire la longueur de la chaîne carbone. Ici, vous avez 6 seulement de carbone et le dernier type, vous avez le nombre de carbone peut atteindre 13. Et entre autres, vous avez toutes les valeurs de nombre de carbone. Prenons aussi l'exemple de l'impact de taux de plastifiant sur la dureté. Par projection orthogonale sur l'un des types de phtalate, on peut facilement remarquer que la dureté diminue avec le taux de plastifiant. Je vous demande de répondre à toutes ces questions concernant le premier adjuvant, les plastifiants. Les adjuvants suivants, étudiés dans ce chapitre, les stabilisants qui peuvent être des antioxydants ou bien des anti-ultraviolets. Les polymères de grande diffusion sont instables. Leur instabilité se manifeste sous l'effet de contraintes thermiques et mécaniques au cours de transformation en machine ou dans les conditions de service sous l'action des agressions extérieures, thermiques, lumineuses ou bien chimiques, qui modifient leurs propriétés de matériaux. Alors, pour empêcher ou bien retarder les réactions responsables des dégradations des polymères, on utilise des additifs appelés stabilisants, classés selon leur mode d'action: antioxydants, anti-ultraviolets et anti-ozonants. Dans la suite, on va présenter seulement les antioxydants et les anti-ultraviolets. Voici le mécanisme général d'oxydation. L'oxydation est la cause principale de la dégradation de la plupart des polymères. Les mécanismes d'oxydation mettent en jeu des radicaux libres qui se forment sous l'action
de plusieurs facteurs physiques, chimiques, mécaniques. Ces radicaux réagissent avec l'oxygène de l'air et l'oxydation se propage selon les mécanismes généralement admis suivants. Donc on montre ici la première équation. Vous avez le radical libre formé suite à l'action, ça peut être physique, chimique, mécanique, se combine avec l'oxygène pour former des oxydes. Et les réactions se poursuivent qui vont modifier les propriétés initiales et la structure initiale de polymères de base. Alors, du coup, ces réactions peuvent conduire à des ruptures ou bien à des réticulations. Dans le premier cas, les ruptures des chaînes moléculaires ont pour conséquence une baisse de la viscosité du polymère à l'état fondu, et dans le deuxième cas, lorsqu'il y a réticulation, c'est-à-dire des liaisons nouvelles avec augmentation de la viscosité à l'état fondu et une fragilisation des produits finis. Dans les deux cas, on va avoir une modification de structure, c'est-à-dire modification de propriété. Afin d'éviter ce problème, on doit utiliser des antioxydants. Les antioxydants agissent, suivant leur structure, sur l'une des autres des réactions que vous voyez ici. Donc, afin d'empêcher la création de nouvelles structures ou bien changement au niveau structure. Des exemples des antioxydants, il y a les phénoliques. Donc on voit bien sur ce diagramme comment les phénoliques se combinent avec un radical libre formé et combiné avec l'oxygène et permet d'arrêter ces réactions de se poursuivre et de dégrader le matériau. Donc d'autres types d'antioxydants, on peut parler aussi de noir de carbone. Ce sont des antioxydants efficaces utilisés dans les caoutchoucs et les plastiques quand la coloration noire est admissible. À la périphérie des assemblages de noyaux aromatiques sont greffés des fonctions oxygénées qui agissent comme antioxydants primaires capteurs de radicaux libres formés suite aux actions thermiques ou bien physiques. On trouve aussi les amines utilisées pour le PVC, des antioxydants de type phosphite ou bien de théosters de type DSTDP. Leur odeur empêche leur utilisation pour la stabilisation des polymères pour emballage alimentaire. Alors, l'exemple suivant montre la variation de temps de fragilisation d'un polypropylène à 150 en fonction des teneurs massiques de deux antioxydants, les phénoliques et les théosters. On peut observer des synergies, par exemple, avec les mélanges de phénoliques et de théosters pour la stabilisation à long terme de polyolefines. Ici, la courbe suivante montre pour le PP comment la durée de vie exprimée en heures, en ajoutant au PP seulement 0,2% de DSTDP, facilement on peut déterminer la durée de vie estimée est égale à 300 heures. Alors, en modifiant maintenant le type d'antioxydant, on ajoute maintenant seulement 0,1% de phénolique. Par projection sur l'axe des ordonnées, on peut déterminer la durée de vie qui est égale à, dans ce cas, 400 heures. Maintenant, on va ajouter au PP les deux antioxydants afin de créer une synergie. Donc cette combinaison est très bénéfique parce que avec le même pourcentage, c'est-à-dire 0,2 de DSTP et 0,1 de phénolique, ça va augmenter la durée de vie jusqu'à 2000 heures. Donc on voit très bien comment la durée de vie est multipliée par 4 voire 5 fois. D'autres synergies observées pour les polyéthylènes longue densité, les polyéthylènes linéaires longue densité en utilisant des antioxydants phénoliques et les antioxydants phosphites. Dans le polyéthylène haute densité, d'autres antioxydants utilisés phénoliques et d'autres préservant les caractéristiques électriques de type 4,4 thiobis.
Alors le deuxième stabilisant, c'est l'anti-ultraviolet. La plupart des polymères commercialisés ne peuvent être exposés sans protection au rayonnement ultraviolet solaire. La dégradation qui s'ensuit est due à l'absorption de l'énergie lumineuse par des groupes chimiques présents soit dans le polymère, soit dans les impuretés. Il en résulte des scissions, c'est-à-dire des ruptures, et la formation des radicaux libres qui induisent des mécanismes semblables à ceux d'oxydation en présence de l'oxygène de l'air, la thermolyse de la réaction 1 pouvant être remplacée par la réaction de photolyse, où on peut remarquer le polymère sous l'action exposé aux rayons ultraviolets va passer à l'état excité. Alors pour protéger le polymère contre les rayons ultraviolets, il y a plusieurs solutions. Par exemple, les absorbeurs ultraviolets, ce sont des substances organiques stables fortement absorbantes dans l'ultraviolet qui empêchent la pénétration des rayons au sein de matériaux. Des quenchers, substances organiques capables de désactiver les états excités créés par les radiations ultraviolets dans les macromolécules, ou bien des pigments absorbants, ou bien on peut aussi utiliser des revêtements stables. Mécanisme de photooxydation des polymères. En l'absence d'agents anti-ultraviolets, la photodégradation de polypropylène est très rapide et conduit à la chute de ses propriétés mécaniques. Cette chute est en corrélation avec l'apparition de micro-fissures à la surface des objets exposés au rayonnement ultraviolet, conduisant à leur fragilisation. Par exemple, cette figure montre la dégradation de polypropylène par spectrographie infrarouge et mesure la fragilisation en fonction du temps d'exposition aux rayons ultraviolets. Donc on voit sur la partie inférieure de la courbe, et ici vous avez la diminution de la résistance au choc pour le PP sans anti-ultraviolet et avec un anti-ultraviolet. Donc la durée de vie pour un PP ne contenant pas d'anti-ultraviolet est égale à 200 heures. Par contre, avec un anti-ultraviolet, le PP va résister jusqu'à 600 heures. Donc la durée de vie est multipliée par 3 si on utilise un anti-ultraviolet avec le polypropylène. Donc quelques matériaux avec lesquels on doit utiliser des stabilisants comme le polystyrène et l'ABS, les polyamides aussi. On utilise les stabilisants avec le polyester insaturé. Des exemples pratiques d'applications comme les câbles électriques, on peut remarquer ici des pourcentages en stabilisant. Ça peut être des anti-ultraviolets ou bien des antioxydants, des films rigides calandrés et l'application de PVC plastifié aussi contenant un certain nombre de stabilisants. Ça peut être des anti-ultraviolets ou bien des antioxydants.